Moi, je vais être plus sociologue que la moyenne dans les réponses que je vais donner. Parce que, bon, d'abord sur la question, je commence par ça parce qu'il me semble qu'après je peux redistribuer que posait Thierry sur la nécessité de globaliser. Je suis tout à fait d'accord et je crois que précisément le FMI est un des acteurs globaux très importants. Donc c'est un point d'entrée intéressant, mais qui ouvre la porte au fait d'envisager une pluralité de manières de mettre en mots la macroéconomie. Mais l'une de ces manières globales, c'est celle que le FMI a prise. Et attention, le FMI en Afrique est un acteur récent. C'est un acteur qui est arrivé au début des années 80, qui est arrivé en ne connaissant rien à l'Afrique et qui a imposé un langage, et on parle du FMI, mais parce qu'il a été aussi investi d'un certain pouvoir, investi à la fois au gré de sa collaboration souvent conflictuelle avec la Banque mondiale, mais aussi du pouvoir que lui a conféré la colonisation, enfin l'ancien, le pouvoir postcolonial français, comme l'évoquait Kako tout à l'heure. Mais donc l'histoire du FMI en Afrique n'a rien, disons, de quelque chose qui va de soi. C'est un acteur relativement récent et qui a imposé un langage qui est devenu une lingua franca dans les politiques économiques de l'ajustement structurel sur le continent. En ça, je crois que c'est un langage global, et j'y viendrai tout à l'heure, mais à mon avis, le qualifier uniquement d'occidental ou d'origine européenne, c'est problématique parce qu'il est l'objet d'un nombre d'appropriations très grand. J'y viendrai après, mais je crois que c'est un des grands langages très, très importants. Il s'empile avec d'autres. Moi, j'ai travaillé par exemple sur ces politiques de lutte contre la vie chère en Mauritanie, sur des manières de planifier que le gouvernement avait, qui lui permettaient en gros, au moment du vote du budget, d'avoir un budget formulé dans les termes internationaux, notamment du FMI, avec la mission du FMI qui arrivait. Et puis janvier, l'année démarre, et hop, on passe sur un plan d'urgence. Le plan d'urgence réalloue 80% des ressources à des actions qui permettent de faire des réallocations, et en réalité démarre tout un ensemble de redistribution des crédits qui va jusqu'au petit niveau local, où on prévoit des diguettes pour satisfaire les agriculteurs, où on prévoit des sacs de farine, etc., acheminés par le biais de réseaux commerciaux. Donc en fait, on passait d'une macroéconomie du FMI à une espèce de macro-clientélisme de lutte contre la vie chère qui en fait permettait de nourrir des réseaux clientélaires du régime, et qui était un type de programmation qui pour moi était très intéressant parce qu'il y avait des comités interministériels, tous les ministères étaient concernés. C'est quelque chose qui était vraiment au cœur de toute l'activité gouvernementale, mais tous les experts internationaux s'en foutaient complètement. C'était quelque chose qui était inexistant, et je le sais bien, parce que moi j'étais là-bas, et je m'en foutais complètement, et j'ai mis du temps à voir ce qui se passait, et en réalité, un des points centraux de l'allocation des ressources se jouait dans ces comités interministériels-là. Mais ils étaient quand même interministériels, il y avait des tableaux, il y avait des répartitions de crédits, il y avait toute une série de formalismes qui n'étaient pas nécessairement complètement en rupture avec ceux du FMI, mais qui s'empilaient. Donc il y avait une pluralité de légitimité qui s'empilait. Et ces manières en fait de planifier concurrentes ou empilées, en fait on en voit avec des plans d'urgence alimentaire comme ça, mais on en voit aussi, moi j'ai documenté ça un petit peu sur le Burkina, avec les différents stades du budget et les différents types de financement, ce qui est inclus dans le budget d'origine pour être conforme aux critères du FMI, mais ce qui après effectivement fait appel aux bailleurs alternatifs, ou à l'époque, disons, aux bailleurs alternatifs par rapport aux critères de l'OCDE. Donc, effectivement, Chine pendant un temps, mais aussi bailleurs arabes, et qui permettaient de financer des grands projets, et qui permettaient de concilier au sein d'un même gouvernement des ministres qui avaient un discours sur l'austérité, et qui disaient, nous, on est des champions de l'austérité, on est des champions de la macroéconomie orthodoxe, et en même temps, des ministres développementalistes qui disaient, mais oui, mais on met beaucoup d'argent dans le développement, et en réalité, les différents canaux existent au sein des mêmes gouvernements. Sous Blaise Compaoré, Blaise Compaoré était à la fois un chantre de l'émergence et en même temps un bon élève des institutions internationales. Comment ça se passe? Par ce jeu de périmètres changeant dans les différentes formes de la planification. Et effectivement, je pense qu'il faut avoir cette pluralité de vision, tout à fait. Maintenant, pour moi, un point très important, c'est de ne pas
minimiser, et ça c'est vraiment très très important, l'importance de ce pidgin international qui est celui de l'orthodoxie macroéconomique. Parce qu'à mon avis, il a ses relais très importants et il est aujourd'hui un des pidgins du continent africain. En témoigne le NEPAD qui a été formulé dans des termes totalement néolibéraux, et en témoigne, à mon avis, d'autres détails. Je prendrai l'exemple d'un travail que moi j'aime beaucoup, qui a été fait par l'anthropologue Jane Geyer sur le Nigeria. Et sur le Nigeria, elle montre comment elle travaille sur l'expression, et là on revient à la question des imaginaires politiques et des imaginaires économiques. Elle travaille sur la question « il n'y a pas d'argent ». Et il n'y a pas d'argent, qu'est-ce que c'est que cette phrase où l'argent ne circule pas? C'est une phrase qu'on trouve dans pratiquement tous les pays africains. Le fait est, et ailleurs, le fait est que cette phrase, elle se réfère à une situation de restriction budgétaire. Cette situation de restriction budgétaire, elle est directement liée à des moments qui sont liés à des restrictions posées notamment par des institutions internationales. Mais qu'est-ce qui se passe quand on dit qu'il n'y a plus d'argent? Jane Geyer montre que dans les régions reculées ou dans les régions du Nigeria, quand la commande publique s'arrête, eh ben, les gens, pour survivre, vont chez le boutiquier du coin et s'endettent. Et l'usurier devient la nouvelle source de circulation d'argent. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle dans la région, en Mauritanie ou au Sénégal, le boutiquier du coin, on dit celui qui décide. Parce que tous les foyers vont emprunter chez lui et ils ont en général leur budget chez le boutiquier qui décide de ce que les gens peuvent consommer pendant le mois. Donc en réalité, des formes de dissémination de ces formalisation macroéconomique dans la réalité quotidienne des citoyens existent, et elles existent de manière extrêmement prégnante. Ce qui fait qu'à mon avis, parler de la macroéconomie comme étant un langage purement occidental, c'est oublier toutes ces occurrences plurielles qu'il y a dans les sociétés, politiques des pays d'Afrique. Sans compter, je te coupe pas, Oui. le travail qu'on a fait sur l'instrumentalisation de ce discours et de cette posture pour prendre des positions de pouvoir à l'intérieur des États africains. Oui. Alors, quand vous voyez les trajectoires justement, d'un certain nombre de gens que je ne citerai pas pour le moment parce que je suis filmé, que j'ai encore quelques mais je vais les citer. réflexes primaires de survie élémentaire. Voilà exactement. Je laisse Bomis parler de ça. Non mais précisément pour continuer, ça m'amène justement à la question de Yala sur la question du régime de la croissance et de sa réalité sociale. Ce qui est très compliqué, et il y a plusieurs travaux qui peuvent en attester, mais c'est vrai qu'avec Kako, on lance actuellement un travail sur les statisticiens en Afrique de l'Ouest et sur les économistes en Afrique de l'Ouest, et sur la place des économistes et des statisticiens en Afrique de l'Ouest. Et le fait est que des économistes qui alternent les positions qui font des allers-retours entre institutions internationales, institutions régionales, positions de pouvoir au niveau national, et qui sont des personnes qui sont extrêmement importantes dans les champs politiques nationaux. Il y en a plein. Et donc, le fait est que quand on parle de cette économie de la croissance, on parle aussi d'un champ du pouvoir dont les locuteurs sont d'abord et avant tout ces ministres qui ont trouvé leur source de légitimité dans un passage au FMI. Alors là, on en parle comme d'un certain nombre de personnalités qui, là, ne sont pas aussi nombreuses que d'autres, mais moi, ce qui m'intéressait, et j'ai proposé à Kako, et on était tout à fait d'accord sur le fait qu'il était très intéressant de travailler là-dessus, travailler par exemple sur les écoles régionales de la statistique. Que font les 150 diplômés qui sortent chaque année des écoles d'Abidjan, de Dakar, qui sont formés en économie, en statistique, et qui apprennent sur des modèles qui sont largement les modèles qui sont enseignés à l'INSEE et avec des modèles orthodoxes. Ils vont nourrir les banques, mais ils vont aussi nourrir les élites nationales, voire même les élites un peu intermédiaires. Et en réalité, quand on regarde tous les gens qui manient ces concepts, qui sont ces concepts économiques naturalisés, en réalité, ça fait des contingents très importants. Et des contingents très importants qui sont présents dans les partis, qui sont présents dans les grandes sociétés, qui sont présents dans les établissements bancaires, qui sont présents dans les administrations. Et je pense à un travail comme celui de Béatrice Hibou, qui a montré comment, au niveau local, dans le régime de Ben Ali, le miracle économique était devenu
quelque chose qui était extrêmement partagé, et qui était partagé, c'est-à-dire que n'importe quelle motion de soutien, comme on dit, dans une ville secondaire de la Tunisie, à Ben Ali, mentionnait le miracle économique. Donc le discours sur la croissance, qui paraît complètement fictif, il est approprié par les cellules du parti dans les régions secondaires. Donc dans ce cas-là, il appartient à qui? Cet imaginaire, c'est un imaginaire de la croissance ancré localement. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est très important à penser à travers cette idée-là, parce qu'en réalité, l'horizon émancipateur, il est à penser aussi dans les clivages internes et dans les luttes partisanes internes, à mon avis, aux pays africains, parce qu'ils sont les premiers. Enfin, les gens en interne sont les premiers à reprendre ces discours sur la croissance et à les forger en imaginaire qu'ils considèrent comme, à un moment donné, relativement crédibles. Le modèle du Rwanda, le modèle de l'Éthiopie, c'est aujourd'hui, avant la Tunisie, l'ancien débat sur la Tunisie il y a 10 ans, la Tunisie de Ben Ali, c'est bah oui, mais une petite dose d'autoritarisme, quand même, ça fait pas de mal parce qu'on obtient de la croissance. Ça, c'était un débat qui structurait le continent de manière tout à fait claire. Aujourd'hui, sur le Rwanda ou sur l'Éthiopie, on a la même chose. Et le Rwanda ou l'Éthiopie, leurs discours sur la croissance se traduisent par des logiques. Massimo parlait de la planification et du lien entre néolibéralisme et bolchevisme. La planification éthiopienne, c'est une planification qui, à partir d'objectifs de croissance, se décline en des objectifs de croissance de la production agricole qui sont déclinés par Woreda, donc les petites unités administratives locales. Et en réalité, chaque groupe de producteurs doit faire ces résultats-là, sinon, comme du temps soviétique, on est sanctionné, etc. Ce qui veut dire que cette planification volontariste, qui est faite au nom d'une émergence dans un monde néolibéral, elle se traduit par des occurrences qui sont des occurrences d'une planification impérative, c'est-à-dire où il faut atteindre les objectifs, et s'il faut maquiller, on maquille pour arriver à ces objectifs-là. Et sinon, on passe sur le registre de l'urgence, enfin, toute une série de jeux, disons, politiques qui permettent de comprendre comment s'articulent les différents discours économiques. Et donc, je pense que ce lien entre discours politiques globaux et mode d'exercice du pouvoir, il doit vraiment être pensé en profondeur. Et du coup, effectivement, je crois que sur la question des militantismes, ça pose aussi effectivement une question énorme, parce que la désintermédiation dont vous parliez, effectivement, elle est une forme d'occultation, à mon avis, de la réalité, de la façon dont sont véhiculés des discours qu'on considère comme des discours oppresseurs, qui sont des discours porteurs d'un ordre politique et dont les premiers relais se trouvent dans les sociétés, dans les cellules partisanes, dans les logiques d'allégeance à un ordre économique et politique qui est porté par une société qui s'aligne derrière des modes de fonctionnement. Et ça, je crois que, en réalité, véritablement, la sociologie politique est une des entrées qui permet de donner disons, des analyses, de produire des analyses qui approchent l'économie, non pas justement, et c'est peut-être le dernier point que je veux dire, sur la question qu'évoquait Martial, qui est effectivement remettre en question le savoir économique et lui substituer un langage économique à un autre, mais en même temps, moi j'ai tendance à penser que les imaginaires de l'économie ne sont pas nécessairement ceux... Ils ne peuvent pas. Il ne faut pas confondre, à mon avis, l'économie en tant que science avec son propre objectif de penser des liens de cause à effet entre variables économiques et ce qui sont les imaginaires de l'économie. Et les imaginaires de l'économie sont, à mon avis, très largement des imaginaires sociaux et politiques qui peuvent être très largement partagés en dépit de toute forme de rationalité à laquelle prétendent les économistes quand ils pensent à l'économie. Et donc, je pense qu'il y a des interactions à penser entre la décolonisation de la pensée économique de manière à aller vers les intérêts du continent, et d'un autre côté, les imaginaires économiques qui, eux, sont des imaginaires qui peuvent être des imaginaires vraiment africains aujourd'hui, y compris s'ils sont issus de pensées qui sont des pensées dominantes. Peut-être une dernière chose que je veux dire, parce que ça me paraît important. Non, mais c'est des débats qui peuvent... Mais sur l'histoire de la planification, par exemple, moi je suis revenu un petit peu sur cette question des pensées africaines de la planification. Quand on revient aux années qui suivent l'indépendance, il y a ces travaux, par exemple, d'un auteur comme Gerardo Serra qui travaille sur la planification sous Kwame Nkrumah et sur le Kwame Nkrumah Ideological Institute, qui montre comment Kwame Nkrumah avait élaboré un langage économique
qui visait à développer une nouvelle économie politique, il l'enseignait, etc. Donc Gerardo Serra montre comment ça se fondait notamment sur des économistes du bloc de l'Est, mais pas nécessairement soviétiques, plutôt polonais, hongrois, etc. Donc il a fait tout un travail sur ces questions-là. Et en réalité, on voit aussi comment se déploie un langage qui est vu comme africanisé, qui chemine au fil des décennies 60 et 70, qui connaît aussi des déboires, en étant, notamment c'est tous les déboires du dépendantisme, etc. Et donc je crois qu'il y a toute une idée qui doit, à mon avis, défaire une opposition trop tranchée entre langage occidental, langage africain, pour décliner toutes les formes d'imaginaire économique et de théorie qui ont été produites et qui sont, à mon avis, très nombreuses. Et aujourd'hui, comme on en parlait avec Kako de temps en temps, les personnes qui promeuvent des alternatives sur le continent ont souvent la vie dure parce qu'ils ne sont pas entendus sur les scènes politiques. Enfin, voilà. Donc il faudrait tracer en fait les différentes formes de langage économique qui sont promues en Afrique par les Africains eux-mêmes, en restituant les formes de les conflictualités qu'il y a à l'intérieur de l'Afrique autour de l'économie. Et à mon avis, elles sont très 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 multiples. Enfin bon. Oui, oui,